Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Émission en partenariat avec Nice Matin. À mes côtés, cette semaine encore, Christian Huot, rédacteur en chef à Nice Matin. Bonsoir Christian. Bonsoir Céline. Et notre invité est Éric Pauget, député Les Républicains de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonsoir et merci d'être notre invité. La question d'Azur Politique, il n'y a pas une, mais des droites dans les Alpes-Maritimes sont-elles véritablement irréconciliables? La question est plus que jamais d'actualité alors qu'Éric Ciotti se renforçait par son bon score à la primaire de la droite, tandis que d'autres claquent la porte de LR, accusant le parti de se zémouriser, comprendre glisser vers l'extrême droite. Pour le face-à-face, nous accueillerons donc tout à l'heure Philippe Carlin, élu de la Trinité qui soutient Éric Zemmour. Azur Politique, c'est parti. Éric Pauget, vous avez donc soutenu Valérie Pécresse dans la campagne de la primaire des Républicains. Éric Ciotti a fait un très bon score, presque 40% au second tour. De quelle manière, selon vous, cela rebat-il les cartes de la droite dans les Alpes-Maritimes ? Je ne pense pas que ça va rebâtir les cartes de la droite. La France, elle est diverse, et la droite, elle est diverse, elle a toujours été diverse. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, le RPR et l'UDF, et au sein du RPR et l'UDF, il y avait autant de nuances que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie des cadres de la droite qui partent vers un autre rivage, vers un autre horizon, notamment vers le pouvoir en place. Et il y a une grande partie de l'électorat et des cadres qui restent au sein de la famille des Républicains et des familles de la droite et du centre. Alors on parlera tout à l'heure de ceux qui claquent la porte du parti, mais quand même ce résultat d'Éric Ciotti, franchement au départ personne ne l'avait vu venir. Est-ce que ça en fait le nouvel homme fort clairement de la droite dans notre département ? Je crois que Éric Ciotti a su s'adapter à l'exercice du Congrès. Pas oublier qu'on était dans le cadre d'une primaire fermée, ça veut dire que c'était les adhérents du parti qui votaient, et on sait très bien qu'il y a 3 niveaux de lecture, il y a les Français, il y a l'électorat de droite, et il y a les adhérents du parti, et que les adhérents du parti sont un peu plus à droite que l'électorat. Et Éric Ciotti a fait une très belle campagne, et tant mieux, parce qu'il permet justement de garder au sein des Républicains des hommes ou des femmes ou des électeurs qui seraient éventuellement tentés par autre chose. Éric Pauget, la fédération Les Républicains des Alpes-Maritimes est la deuxième de France, je crois, en nombre d'adhérents. Oui, 10 500, considérable. Beaucoup d'entre eux sont des nouveaux adhérents d'ailleurs, qui se sont inscrits pour ce congrès des Républicains. Est-ce que parmi eux, c'est essentiellement des gens qui du coup se sont inscrits pour voter Ciotti ? Je crois qu'une grande partie de ce qu'on a appelé les nouveaux adhérents des dernières semaines, ce sont des gens qui étaient déjà membres du parti il y a 10-15 ans en arrière, à l'époque où le parti, je vous rappelle, comptait 300 000 adhérents. En tout cas, chez moi, dans ma circonscription d'Antibes, on a vu beaucoup de nouvelles cartes, comme on a dit, qui étaient des gens qui étaient déjà militants il y a quelques années en arrière. Et après, deuxième élément, oui, il y a des gens qui se sont inscrits dernièrement pour participer à ce choix, puisque c'était pas une primaire ouverte, c'était une primaire fermée, et qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui voulaient exprimer un choix en vue de la présidentielle. Beaucoup d'entre eux avaient quitté avec Valérie Pécresse le parti, et ils sont revenus pour Valérie Pécresse aussi, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Pas forcément, mais moi j'ai vu sur ma ville d'Antibes des électeurs de droite qui n'étaient pas encartés jusqu'à présent, qui ont été déçus qu'il n'y ait pas une primaire dite ouverte, et qui, quand ils ont compris qu'on allait leur demander un vote pour choisir leur candidat à la présidentielle, que ce soit pour Valérie Pécresse ou pour d'autres candidats, se sont dit, voilà, c'est le moyen d'exprimer mon choix et de choisir mon candidat à la présidentielle de 2022. Mais en tout cas, dans la campagne présidentielle qui s'annonce, dans les Alpes-Maritimes notamment, mais dans toute la France, ça veut dire que la ligne d'Éric Ciotti va forcément peser sur cette campagne. Est-ce que Valérie Pécresse, est-ce qu'il faut reprendre des idées du programme d'Éric Ciotti ? Mais ça a été tranché. Le premier déplacement en tant que candidate à la présidentielle pour la droite de Valérie Pécresse, c'était lundi dernier dans les Alpes-Maritimes à Saint-Martin-Vésubie chez Éric Ciotti. Éric Ciotti a clairement dit qu'il soutiendrait Valérie Pécresse et qu'un certain nombre d'éléments de son programme allaient se retrouver dans les propositions de Valérie. Il faut savoir aussi qu'on a essayé de les opposer, mais ils sont très proches idéologiquement et politiquement, notamment sur le régalien. Valérie Pécresse a toujours été très ferme sur ces sujets. Elle a été une des premières à dénoncer le fait qu'il y avait un lien entre, par exemple, immigration incontrôlée et insécurité, ou immigration incontrôlée et terrorisme. Elle a été toujours d'une très grande fermeté sur l'identité, sur le communautarisme islamique. Je vous rappelle qu'elle est présidente de la région Île-de-France, 12 millions d'habitants, 20% du PIB français, c'est quasiment un petit État à l'échelle de l'Europe, et que sur ces sujets-là, elle a toujours été en pointe. Donc moi, je ne suis pas surpris du score entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti, et je ne me fais aucun souci sur leur rapprochement, parce qu'il n'y a pas de différence
idéologique de fond. Il y a des nuances, il y a des différences d'expression et de sémantique, mais il n'y a pas de différence de fond. Alors, quand même, vous nous dites qu'il n'y a pas de différence idéologique. On a bien compris que vous vouliez jouer l'unité. Le rassemblement. Le rassemblement, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il y a d'un côté, quand même, la ligne plutôt dure d'Éric Ciotti qui a pris du poids avec cette primaire. D'un autre côté, les Macron-compatibles qui quittent le navire. Est-ce que l'espace politique, là, il ne se retrouve pas un petit peu restreint entre les deux ? Au contraire. Le Congrès, la candidature de Valérie Pécresse va nous permettre d'élargir et de rassembler. On gagne une élection présidentielle lorsque l'on rassemble une part de notre électorat. Oui, Éric Ciotti jouera un rôle majeur parce qu'il incarne une nuance très ferme sur le régalien et il n'y aura pas de difficulté à intégrer la campagne de Valérie Pécresse. Et oui, il faut aussi parler à cette part de l'électorat de droite qui nous a fait défaut et qui aujourd'hui est plutôt parti chez Emmanuel Macron. Et je suis persuadé que cette synthèse et que Valérie Pécresse est au barycentre de ces deux nuances très fortes. Bonjour. Alors, on va démarrer la campagne. Enfin, la campagne a déjà démarré pour Valérie Pécresse. Et donc, pour vous, samedi, grande réunion des cadres, je crois, à Paris. Oui. Est-ce que vous revendiquez ou vous souhaiteriez ou vous aimeriez une place dans le dispositif de campagne de Valérie Pécresse? Et d'ailleurs, vous l'a-t-elle demandé, tout simplement? Alors, le problème ne s'est pas posé. Moi, j'étais jusqu'à présent, dans le cadre de la pré-campagne au sein du Congrès, un de ce qu'on appelait de ces orateurs, c'est-à-dire de ces porte-paroles, notamment pour le sud de la France. Si Valérie Pécresse souhaite que je continue à travailler avec elle, je le ferai avec grand plaisir et en tout état de cause, je la soutiendrai. Parce que je pense que c'est notre prochaine présidente de la République, elle va réellement déjouer le match dans lequel on veut nous amener, ce match Macron-Le Pen. Quels sont les domaines de prédilection sur lesquels vous pourriez lui être utile dans cette campagne? Les thématiques qui vous sont favorites? Alors, moi à l'Assemblée nationale, en tant que député, je travaille beaucoup sur des sujets régaliens. Ça tombe bien, parce qu'on est dans les Alpes-Maritimes. Mais après, je suis un des rares députés qui est toujours commerçant, et notamment dans le domaine du tourisme, puisque je suis gestionnaire d'un terrain de camping. Je dois être peut-être le seul député gérant de camping, et on doit être peut-être une petite dizaine à être député et toujours commerçant. Et donc, je pense que sur cet aspect économique des petits commerces, de l'industrie touristique, je peux apporter une certaine vision. Éric Pauget, chaque semaine, un contradicteur est face à notre invité. C'est l'heure du face-à-face. Bonsoir Philippe Carlin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal à la Trinité. Alors vous avez été, pour ceux qui ne vous connaissent pas, un collaborateur notamment de Jacques Perrat à la mairie de Nice sous l'étiquette UMP, puis vous êtes passé au Rassemblement National et depuis quelques mois vous soutenez la candidature d'Éric Zemmour. Est-ce que clairement aujourd'hui vous appelez les adhérents qui ont voté Éric Ciotti à la primaire à soutenir, à voter Éric Zemmour? Alors je me permettrai certainement pas de faire un appel aux électeurs des Républicains. Ce que je veux dire, c'est que j'ai constaté, enfin pour ma part et pour beaucoup de gens, que le score d'Éric Ciotti au premier tour au Congrès m'a interpellé parce qu'il signifie que quelque chose se passe et qu'il y a une convergence entre des droites que l'on prétendait irréconciliables et qu'il me semble qu'elles peuvent peut-être commencer à travailler ensemble ou à imaginer qu'elles travailleront ensemble. Ce que je peux dire de par mon expérience de terrain et des gens que je fréquente, je ne vais certainement pas me faire des amis, même dans mon propre camp. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une attaque envers Valérie Pécresse que je vais faire. Je veux dire que si Éric Ciotti s'est trouvé au deuxième tour, aurait pu se trouver au deuxième tour face à Emmanuel Macron, des gens de mon camp auraient voté Éric Ciotti. Très certainement, ils me l'ont dit. Éric Pauget, Aujourd'hui, oui. Ça ne sera pas le cas. Des gens de mon camp ne voteront certainement pas Éric Valérie Pauget, Pécresse. une proximité idéologique entre Éric Ciotti et Éric Zemmour? Dans le constat et dans le diagnostic d'un certain nombre de problèmes au sein de notre pays, Éric Ciotti les dénonce et Valérie Pécresse aussi. Le problème, c'est quelle est la solution à apporter. Je crois que nos électeurs aujourd'hui, ils ne veulent plus uniquement le fait de dénoncer ou de mettre en avant, de pointer un certain nombre de problématiques. Ils veulent des solutions. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est quelles solutions on est capable d'apporter et comment on est capable de les exercer. Le but est de savoir, est-ce qu'on veut repartir sur un mandat avec Emmanuel Macron ou est-ce qu'on veut des solutions de droite pour apporter des solutions aux problèmes de l'immigration, aux problèmes de la sécurité, aux problèmes de la justice, aux problèmes de l'identité, aux problèmes du communautarisme islamique. Et là, aujourd'hui, clairement, la seule candidature qui peut déjouer ce match en 2022, c'est la candidature de Valérie Pécresse, accompagnée d'ailleurs d'Éric Ciotti.
Mais vous êtes d'accord, même constat tout sauf Macron, si je vous résume. On ne veut plus de Macron, bien sûr. Ce quinquennat d'Emmanuel Macron a abîmé le pays et a été clairement une faiblesse. Sur le régalien, qui est un sujet qui nous préoccupe énormément et qui préoccupe nos compatriotes. Et donc, si on veut apporter des solutions, si on veut apporter des propositions, il faut qu'on gagne l'élection pour pouvoir les mettre en œuvre. Bon, vous semblez d'accord sur des constats. Au moins, ça veut dire que vous allez vous disputer les électeurs dans les Alpes-Maritimes. Peut-être. En matière de constats, vous avez dit maintenant, les électeurs ne veulent plus simplement des constats, ils veulent des solutions. Je crois que si Éric Zemmour n'était pas arrivé, les constats ne seraient pas arrivés non plus. Donc je pense que là, Éric Zemmour a joué un rôle essentiel. Et quoi qu'il arrive, il a permis de poser les mots sur les mots, c'est-à-dire les mots MOTS sur les mots MAUX. Et là, maintenant, on ne pourra plus reculer. Donc, oui, il faut des solutions, mais je pense que les constats avaient besoin d'être formulés. Éric Zemmour, c'est un journaliste, c'est un éditorialiste, c'est un polémiste de talent. C'est pas un politique, c'est quelqu'un qui n'a jamais exercé de responsabilité. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est pas qu'uniquement le conquérir, il faut savoir l'exercer. Dans l'environnement de Valérie Pécresse, avec des gens comme Éric Ciotti, qui sont des spécialistes de ces sujets. Moi, je siège à l'Assemblée avec Éric Ciotti, je peux vous assurer que sur l'immigration, la sécurité, il sait de quoi il parle et il est en mesure d'apporter des solutions juridiques en termes de textes de loi qui vont solutionner les problèmes de notre pays. Donc, l'aspect électoral de la dénonciation d'un problème, c'est une partie du problème. La vraie problématique, c'est comment on exerce le pouvoir et comment on apporte des solutions. Et là, nous, on est prêts. Valérie Pécresse, elle a au cours du mois de septembre, au début de sa campagne, présenté à la presse, d'ailleurs, un grand projet de loi constitutionnelle sur l'immigration pour faire voter des quotas d'immigration. On est prêt. Demain, elle est élue. Dans les 3 mois qui suivent, on vote au Parlement un texte pour résoudre nos problèmes en termes d'immigration. Philippe Carlin, vous nous dites tous contre Macron, mais donc vous doutez que Valérie Pécresse puisse s'opposer vraiment à Macron, c'est ça? J'ai un doute sur la capacité ou la volonté, excusez-moi, M. Pauget, sur la volonté profonde de Valérie Pécresse d'appliquer toutes ces idées qu'elle développe depuis quelque temps. Et j'en veux en faire pour preuve. Alors vous allez me dire, c'est de la politique. Mais si j'ai bien écouté ce qui se dit actuellement depuis quelques jours, les macronistes eux-mêmes nous répètent qu'elle est parfaitement macro-compatible. Et s'ils le disent, ils ont des arguments pour le dire. Et c'est quelque chose je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que autant M. Ciotti, comme vous le dites, agit, a des convictions, a fait bouger les choses, autant Mme Pécresse est depuis longtemps en politique et ses positions par rapport à l'immigration ou l'islam ont évolué, mais évolué jusqu'où? Valérie Pécresse, elle est présidente de la plus grande région de France. 12 millions d'habitants, 20% du PIB français. Région Île-de-France, qui rassemble la plupart des problématiques dont on aborde là ce soir en termes d'immigration, de communautarisme. Elle a eu en face d'elle, aux dernières élections régionales, toute la Macronie rassemblée, 5 ministres de poids qui venaient l'attaquer contre sa candidature à la région Île-de-France. Elle a gagné. Elle a montré clairement qu'elle était en opposition avec la vision macroniste et des En Marche. Deuxième élément, sur des problématiques islamiques. Ça a été la première à faire voter la charte sur la laïcité de soutien aux associations. Elle a été la première à prendre un arrêté qui a été dénoncé d'ailleurs sur le port du burkini dans les aires de loisirs de la région Île-de-France. Elle n'a pas à montrer quoi que ce soit, à prouver. Elle a déjà exercé ce type de pouvoir et ce type de responsabilité. En tout cas, quand on vous écoute, et elle on a est l'impression déterminée que dans les à faire. Alpes-Maritimes, la campagne va se jouer quand même très à droite. C'est le sentiment que vous donnez tous les deux ce soir. Mais elle va se jouer très à droite parce que nos populations et notre électorat sont sensibles à ces sujets, mais pas que. Il y a aussi une part de l'électorat qui est sensible à des sujets sur le pouvoir d'achat, sur la réduction des déficits, sur la débureaucratisation, sur le fait de faire des économies en termes de dépenses publiques. Et il faudra aussi décliner. Et là, sur ce sujet-là, on n'entend pas du tout M. Zemmour. Donc, ce n'est pas une candidature crédible. Alors, je ne sais pas, quand il parle de baisser les taxes sur les entreprises, quand il parle de la retraite, pour moi, c'est de l'économie. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il propose? Voilà, l'âge de la retraite. Sur le pouvoir d'achat, sur l'âge de la retraite, jusqu'à quel âge il va? Lui, il veut aller jusqu'à 65 ans. Mais sur les entreprises, baisser la taxe des entreprises, ça permet de développer l'emploi. Ça permet de développer... Mais quelles taxes? Et voilà, les taxes qui assomment nos entreprises. Mais lesquelles? Donc, moi, je suis commerçant, je paye des taxes. Il y en a plein de taxes. Nous, on a clairement dit qu'on allait baisser les impôts de production.
ce que Emmanuel Macron a commencé à faire. Sur la retraite, dans nos idées, dans nos programmes, c'est retraite jusqu'à 65 ans. Sur la baisse de la dépense publique, c'est 200 000 postes de fonctionnaires en moins et création de 50 000 de plus sur les endroits phares qui sont l'éducation, la santé, la sécurité et la justice. Donc un solde de moins 150 000. Nous, on a exprimé des propositions précises, on les a chiffrées et on est prêt à exercer le pouvoir. Mais vous êtes l'émanation d'un parti qui a eu le pouvoir, suprême. Nicolas Sarkozy, que je sache, était de votre camp. J'ai pas l'impression que ça ait rangé beaucoup de choses. Et c'est ça qui va poser problème pour Madame Pécresse. C'est Monsieur Macron qui est président actuellement, et avant c'était Monsieur Hollande. Donc, on peut remonter aussi à Jacques Chirac. Philippe Carlin, c'est la fin de ce face-à-face. On est obligé de vous remercier. Merci d'avoir été sur ce plateau pour débattre. Merci. Une quinzaine de membres de la majorité de Christian Estrosi, c'est l'autre actualité politique de ces derniers jours, a claqué la porte du parti Les Républicains, s'estimant pris en otage par la zémorisation imposée par Éric Ciotti. Ça fait écho à ce qu'on vient d'entendre. Parmi eux, l'adjoint au maire de Nice, Pierre-Paul Léonelli. On l'écoute. Je me suis rendu compte que le résultat de la primaire mettait en évidence que notre parti était divisé en gros en deux blocs. Un bloc qui est pratiquement proche de Zemmour, et un autre bloc qui considère que peut-être il y a une chance de s'en sortir en ayant une coalition avec ceux qui flirtent avec les thèses de l'extrême droite. Voilà, ces élus niçois qui se sentaient un peu pris en otage par l'extrême droitisation, disent-ils, du parti Les Républicains. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une clarification et la conséquence de ce que l'on vit dans notre région sud depuis déjà des mois et des années. Christian Estrosi est parti, a quitté les Républicains et fait campagne pour Emmanuel Macron, et c'est depuis 2017 comme ça. Donc là, ce sont des élus qui sont très proches de Christian Estrosi. Ils ne représentent pas, heureusement, l'ensemble des élus de droite du département. On a le même cas de figure avec M. Falco à Toulon, et on a le même cas de figure avec M. Muselier au siège de la région. Et vous allez voir que ce phénomène que l'on vit là va se faire encore, mais ça reste relativement isolé. C'est pas une hémorragie. Pas du tout. On est passé de 6 000 adhérents LR à 10 500. Oui, en nombre d'adhérents, mais tout de même, il y a des figures majeures qui ont quitté le parti. Renaud Muselier, Christian Estrosi, qui entraînent dans son sillage aussi d'autres élus. Mais ce qui est important, c'est les électeurs. C'est la manière dont les Français nous perçoivent. Moi, je suis triste pour tous ces électeurs qui ont fait confiance à ces élus, qui ont été élus grâce à l'étiquette des Républicains, et qui aujourd'hui vont se sentir trahis. Et ça, c'est pas la belle politique. Ils ont fait le choix de Macron. Eh ben, ils clarifient, tant mieux qu'ils le disent clairement. Au moins, on sait où ils sont. Éric Pogé, est-ce que tous les soutiens et proches de Christian Estrosi résisteront à la pression évidente qui va peser sur eux? Par exemple, je pense à Marine Brognier, députée de la 5e circonscription. C'est une de vos collègues LR au Parlement. Au Palais Bourbon, elle est très proche d'Estrosi, c'est même un bébé Estrosi, c'est lui qui lui a donné sa circonscription. Vous la croyez capable de résister longtemps? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est une stratégie de la laisser chez LR? Il faut lui demander. Je crois qu'aussi Dominique Estrosi Sassone, sénatrice, est restée au sein des Républicains. Ça veut dire que les élus majeurs nationaux restent dans le champ de la famille des Républicains. Je connais bien Marine Brognier, on est assis à côté de l'Assemblée nationale, c'est une amie proche. Je ne pense pas qu'elle partira des Républicains. Ils savent très bien. Là, c'est un épiphénomène d'élus locaux proches de Christian Estrosi qui suivent ce mouvement. Je suis même pas persuadé qu'en leur fort intérieur, ils soient totalement en adéquation avec leurs actes. Vous minimisez pas un petit peu les choses là-dessus? Parce que vous nous dites aussi, l'important c'est les adhérents, certes, mais il y a peut-être aussi des adhérents, des sympathisants LR qui vont être un peu déboussolés aussi par ces départs, se poser des questions. Mais il y a combien d'élus exactement qui sont partis? Je ne connais pas le chiffre, mais ça doit être quinzaine. Officiellement une quinzaine. Une quinzaine, mais on est des milliers d'élus républicains dans ce département. Il n'y a pas un risque... les adjoints, les conseillers municipaux, il y a 45 conseillers départementaux, il y a une vingtaine de conseillers régionaux. Alors regardons catégorie par catégorie, vous allez voir que c'est pas grand-chose. Éric Pogé, il est vrai que pour l'instant, cette entre guillemets, petite hémorragie vient surtout de la métropole. Et puis j'allais vous dire tout le bassin. Voilà, le bassin ouest, Cannes, Grasse, Antibes. Qu'en est-il? Vous ne sentez aucun frémissement et volonté de vos adhérents et de vos élus de quitter le navire? Je ressens au contraire un enthousiasme suite à l'élection de Valérie Pécresse, un enthousiasme à faire campagne parce que nos cadres du parti, nos élus, les Républicains et notre électorat de droite
sent qu'il y a une espérance depuis l'élection de Valérie Pécresse. Ils sont contents de voir qu'on est dans une logique de rassemblement et d'unité. Ils sont satisfaits de voir qu'il y a une entente avec Éric Ciotti et ça recrée l'espoir. Et je peux vous assurer que l'épiphénomène dont on a parlé avec les quelques élus autour de Christian Estrosi reste très localisé. Alors, on a beaucoup parlé des différences de fond. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Mais il y a aussi des différences de personnes, et il faut le dire, des rivalités. Est-ce que aussi, il n'y a pas le risque, à un moment donné, les sympathisants LR en aient assez de ces rivalités dans les Alpes-Maritimes? Mais aujourd'hui, les adhérents LR, ils regardent devant, ils regardent avril 2022. Ça fait 2 élections présidentielles majeures que la droite est en échec. On ne peut pas se permettre un 3e échec. Et ça emporte tout sur son passage. Les épiphénomènes dont on parle, de ces quelques élus locaux qui s'en vont... Mais peut-être que cela, ça pèse aussi. Ça peut peser sur la campagne. Ça pèsera pas du tout, je vous l'assure. Aujourd'hui, il y a une telle espérance qui a été créée. Regardez les sondages depuis une semaine. Il y a une telle envie d'idées de droite dans ce pays. Et on a enfin une candidature unique qui incarne ces idées et ces propositions, que l'espérance est bien plus forte que ces quelques démissions qui sont la conséquence de ce que l'on vit depuis quelques années dans notre région. Alors, si ça ne pèse pas pour la campagne de loyauté des LR, on va dire, adhérents pour la présidentielle, ça pourrait quand même poser des problèmes pour les législatives. Parce que là, il va y avoir multiplicité de candidatures à droite. Quid des investitures? D'abord, serez-vous vous-même candidat à votre succession dans la 7e circonscription? Et on sait très bien qu'il va y avoir de multiples candidatures à droite, ça pourrait quand même être embêtant. Alors je peux vous assurer que lorsque Valérie Pécresse sera présidente de la République, avec la force du rassemblement de la droite et du centre, ces problèmes ne se poseront plus. Et que tous les candidats qui seront issus de cette majorité des Républicains, de la droite et du centre, portés par l'accession de Valérie, qui a vocation à être la première femme présidente de la République en France, ce que vous me mentionnez là, ce sera de la vieille histoire. Alors, vous serez candidat, pardon, Céline, vous serez candidat à votre succession? Alors pour l'instant, je suis député en exercice. Deuxièmement, je m'implique autour de Valérie Pécresse, donc chaque chose en son temps, on verra passer les élections. il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Selon vous, Christian Estrosi, c'est toujours un homme de droite? Il faudrait lui poser à lui la question. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un homme de droite? C'est ça la vraie question. Je pense que le macronisme n'a pas de colonne vertébrale. Ils se sont fait élire sur une promesse de réforme en 2017, avec un électorat de centre-gauche. Ils se sont droitisés dans le cadre de ce quinquennat parce qu'ils ont bien senti que le peuple de France allait vers la droite. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe crée un parti Horizon qui a vocation à être un parti attrape-tout. J'allais vous en parler, mais Édouard Philippe, c'est un homme de droite. Mais il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est un problème de préservation du pouvoir. C'est ça le fond du problème. Pourquoi Christian Estrosi se rapproche d'Emmanuel Macron? Pourquoi Hubert Falco se rapproche d'Emmanuel Macron alors qu'ils ont toujours été dans la famille de la droite? Qu'est-ce qui leur font dire aujourd'hui que les valeurs de droite sont incarnées par quelqu'un qui a été élu par globalement un électorat de centre-gauche? Est-ce que c'est sur le régalien, qui sont des valeurs fortes à droite? C'est un échec. Est-ce que c'est sur la détermination à réformer? Ça a été un échec. Réforme des retraites, réforme. Il avait promis 120 000 suppressions de postes, il avait promis 15 000 places de prison. Sur tous ces sujets qui parlent à l'électorat de droite, ils sont en échec. Donc la vraie question, c'est en quoi quelqu'un comme Christian Estrosi se retrouve dans le positionnement d'Emmanuel Macron? On va passer aux questions d'actualité. Éric Pauget, ça nous semble toujours important de balayer ensemble quelques questions vraiment ancrées dans l'actualité. L'une d'entre elles, ce sont les discothèques qui sont contraintes de fermer à nouveau. Alors vous qui êtes commerçant, est-ce que vous craignez un retour des restrictions? Alors déjà, il faut constater qu'il y a une inquiétude et une lassitude auprès de nos concitoyens, parce que on va arriver à presque 2 ans de crise Covid. On pensait très honnêtement, et tous ensemble, depuis cet été, qu'on était au bout du tunnel avec le vaccin. Et là, on sent que ça redémarre. Ça crée cette inquiétude, cette lassitude. Moi, en tant que commerçant, je l'ai vécu au cours des 2 dernières années. Je suis dans le domaine de l'hôtellerie. J'ai fait partie de ces entreprises soutenues par l'État. Et je dis sur ce sujet que l'État a fait du bon boulot. Je le dis clairement. Ils ont été en soutien de l'économie de ce pays. Est-ce qu'on est en mesure... Donc il n'y aura pas d'angle d'attaque au passage pour la campagne sur la présidentielle par rapport à la politique menée par le gouvernement sur la crise sanitaire? En tout cas, pas de ma part. En tout cas, pas de ma part, parce que ils ont fait ce qu'il fallait pour sauver l'économie de ce pays. Il faut le reconnaître. Le deuxième problème, c'est aujourd'hui, si vraiment on repart dans une crise majeure, est-ce qu'on est toujours en mesure de le faire?
c'est un vrai sujet. Dans un territoire, un département comme le nôtre, qui a une vocation très touristique, où on vit d'une clientèle étrangère, ça interpelle. On est là en plein hiver, mais il y a les stations de ski. Mais il faudrait laisser sous perfusion encore, selon vous Je crois que le pays peut plus se le permettre. Donc en réalité, aujourd'hui, il faut de la vaccination massive. La dose de rappel, il faut plus se préoccuper, il faut qu'elles arrivent. Moi, j'ai regretté par contre que le gouvernement supprime la gratuité des tests. Parce que si on rentre de nouveau dans une période de crise majeure, au moins il faut sauver les fêtes de fin d'année, au moins remettre les tests gratuits pour qu'on teste tout le monde, les non-vaccinés comme le vacciné qui veut sortir. Il y a un certain nombre d'outils, le pass sanitaire, que ça nous plaise ou pas, ça a démontré une capacité à reprendre un minimum de vie. Donc pour vous, on évite au maximum les fermetures, il si faut je résume ce que vous dites. Sauver les fêtes de fin d'année et à tout prix éviter un nouveau confinement qui serait destructeur d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais je pense aussi d'un point de vue psychologique et humain. Sur la vaccination, vous appelez, comme beaucoup d'ailleurs, à une vaccination massive, à poursuivre la campagne de rappel. On sait qu'on manque de Pfizer dans les centres de vaccination. On vaccine avec Moderna, c'est strictement la même chose d'un point de vue médical. Pourtant, ça suscite quelques réticences parfois chez certains. Ça fait partie des points que l'on peut dénoncer par rapport à la gestion de cette crise. C'est quand même incroyable qu'au bout d'1 an et demi de crise, on ait encore des problèmes de stock et des problèmes de logistique. Qu'on ait eu ces problèmes il y a 1 an et demi en arrière, on peut passer l'éponge parce qu'on démarrait dans une crise. Mais qu'au bout d'1 an et demi, on nous explique qu'il y a des problèmes d'approvisionnement des doses de Pfizer, je trouve ça pas normal. Et là, on voit la faiblesse du fonctionnement de l'État. Et alors, plus grave encore, il semblerait que sur le territoire métropolitain, il n'y ait même plus de Pfizer, ou pas suffisamment en tout cas pour les moins de 30 ans, à qui pourtant ce vaccin est préconisé. Est-ce que c'est le cas aussi sur votre circonscription, du côté d'Antibes? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je n'ai pas les informations. En tout cas, je n'ai pas les informations de l'ARS. Mais je crois que ça démontre que la gestion de cette crise, elle aurait dû se faire beaucoup plus proche du territoire en lien avec les collectivités territoriales. Et malheureusement, dans cette phase dans laquelle on est en train de rentrer de nouveau, on s'aperçoit que les collectivités territoriales, communes, départements, régions, ne sont pas suffisamment associées à côté de l'État pour essayer d'apporter les bonnes solutions. Merci, Azur Politique, c'est terminé. Merci beaucoup, Merci. Éric Pauget, d'avoir été Merci. notre invité ce soir.